Grâce au vin, j'ai connu des gens très modestes où j'ai beaucoup appris. J'ai connu des chefs d'État, j'ai connu des grands artistes, des grands musiciens. J'ai connu des gens merveilleux. Grâce au vin, je vendrais, je crois, des pommes de terre. Ça n'aurait pas été la même chose. Mais grâce au vin, grâce à l'aura qu'a le vin dans les grands crus, eh bien, je suis heureux. Les appellations Pomerol, Saint-Émilion, Fronsac et autres satellites doivent tout aux Corésiens dans mon pays, qui est la Belgique et dans le nord de la France de manière générale. Ils ont été des ambassadeurs extraordinaires, mais des ambassadeurs qui étaient tout à la fois courtiers, fermiers sinon propriétaires, ils vendaient leur vin. Je dois toute ma connaissance des vins en grande partie aux Corésiens. Les Corésiens fréquentaient mon pays, ma région, mon village de manière assidue, réunissaient des commerçants, mes parents étaient commerçants, et le mercredi soir, un mercredi soir parmi d'autres, je me suis tout simplement mis à la table du salon, je me suis mis à vider les verres. Ma mère m'a retrouvé en état presque de coma, éthylique évidemment. C'était ma première biture. Mais c'est là que tout a démarré, ça c'est une certitude. Alors vous allez goûter le même vin, Château Le Castello, Grand Cru Saint-Émilion, avec des bois des Vosges, des bois de la forêt de Troncé, différentes régions. Alors vous goûtez, vous ne buvez pas, et vous allez essayer de vous rappeler parce que ce sont des goûts différents. Donc vous ne buvez pas, vous dégustez. C'est le bon vin. Sinon, je ne viens pas ici. Ouais, on aime bien beaucoup les Bordeaux, Saint-Émilion. C'est très bon. À nous, la Chine. Merci. De quelle région de Chine déjà? Je suis de la Chine, Guangdong. Mon grand-père, s'il est allé dans les vins, c'était parce qu'il était très pauvre. Il avait une trentaine de moutons, il avait 8 vaches, mais il a eu plusieurs enfants. Mon père, c'est lui le premier qui s'est lancé dans les vins. Après, il a amené ses frères. C'était des familles nombreuses, 5, 6, 7, 8 gosses. Donc l'aîné gardait la propriété en Corrèze. Ça, c'était bien. Et puis après les autres, il n'y avait pas de travail pour eux pendant 5-6 mois de l'année. Quand il y avait de la neige, il n'y avait pas de travail. Donc on leur disait, allez, tu pars sur le voyage. Quitter le pays, surtout les gens de Tulle et d'Ussel, parce que le sol, le schiste rase les pâquerettes, c'est une terre pauvre, le climat est rude et le Corrézien, depuis le Moyen-Âge, émigre pour survivre. C'est une terre d'émigration, surtout dans ma région Lac-Saint-Try ou bien dans la Haute-Corrèze, le plateau de Millevaches, le fief de Chirac. Je me rappelle quand j'étais enfant avec les copains du village, on découpait dans un sapin un petit morceau d'écorce en forme de barque, puis on jetait ça dans un ruisseau parce qu'on savait que le ruisseau descendait vers la Dordogne, on savait que la Dordogne allait à l'océan et c'était une espèce de façon de convoiter les Amériques. C'était à la fin du 19e siècle. Un certain nombre de Corésiens qui avaient du mal à vivre dans ce beau pays, mais ce pays un peu pauvre, qui sont arrivés depuis la Corrèze à Libourne en utilisant donc les axes naturels des différentes vallées qui descendent de la Corrèze et qui sont arrivés à Libourne pour y trouver du travail. Les Corésiens, ils arrivent d'un pays des eaux rapides. C'est l'origine du mot Dordogne. Et ils arrivent dans une région où l'eau est plate, elle s'étend dans des terres fertiles. C'était des terriens, et puis certainement qu'au fond d'eux-mêmes, de ne pas avoir eu la ferme familiale, quelque part, ça devait les peiner. Et donc, ils se sont mis aussi, eux aussi, en recherche de leur terre. Et comme ils étaient dans le vin, ils sont venus acheter du vignoble. Et c'est vrai que, pourquoi peut-être aussi le Libournais, puisqu'on retrouve beaucoup de Corésiens dans le Libournais. C'est aussi des problèmes, il faut peut-être pas aller chercher bien loin. C'est les premiers vignobles que tu rencontres quand tu arrives de la Corrèze. Le Médoc est déjà plus loin. Le Libournais, Pomerol, Saint-Émilion, quand tu arrives du Massif central, tu traverses la Dordogne et tu tombes sur ces vignobles-là. Et je pense qu'ils se sont implantés là parce que c'était la proximité. C'était les premières vignes quand tu arrivais de leur pays natal. Comme beaucoup de gens qui s'expatrient ou qui s'en vont, c'est que c'est une nécessité vitale, la vie, se nourrir et gagner un petit peu d'argent. Ça, c'est pour tous les peuples pareil. Mais ce qui était leur force, c'est justement le contact humain. Ça venait de la race des Limousins, qui ont été des gens qui avaient le contact facile, peut-être à cause
Ils ont pris l'habitude dans les marchés. Les Corésiens qui sont partis sur le voyage, comme on disait, c'est-à-dire les Corésiens qui sont partis vendre du vin, c'était des fils de propriétaires. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle très peu sont devenus salariés dans des maisons. Tout de suite, ils ont voulu acheter et revendre, ils ont fait acte commercial. Donc, en fait, c'était des petits patrons. D'ailleurs, on appelait ça des négociants voyageurs. Mais ils étaient bel et bien négociants. Ils achetaient du vin, ils le revendaient avec un bénéfice. L'histoire dit que certaines familles sont arrivées avec un vélo et une valise et qu'ils ont fait fortune. On dit oui, ils sont arrivés avec leurs sabots pleins de paille. C'est vrai, ils sont arrivés avec des sabots pleins de paille et on n'avait pas les bonnes manières, on n'avait pas les façons de faire. Et encore, je le cultive, moi j'ai pas particulièrement les bonnes manières. C'était un peu des immigrés, en même temps je pense que le réseau commercial n'étant pas installé, les gens étaient aussi contents de voir qu'il y avait des gars qui prenaient le chemin du Nord et qui vendaient leur vin. Et en même temps c'était tellement peu organisé ici, que je pense finalement qu'ils ont fait du bien à la région, à Libourne, et y compris aux propriétés qui, jusque-là, vendaient leur vin tant bien que mal. Les Corésiens ont fait comme d'autres ont fait, si vous voulez, sauf qu'on en parle un peu plus parce qu'ils ont été beaucoup plus vers le négoce au départ que d'autres. Et c'est vrai qu'ils ont fait parler du négoce et qu'ils ont, par la vente des produits, ils ont amené quand même, certainement. Mais c'est l'histoire. Je ne sais pas s'il n'y avait pas eu de Corésiens, comment ça serait passé. Les Corésiens vont générer sur Pomerol et Saint-Émilion une notoriété des vins qui aboutira à un premier classement, mais qui n'interviendra qu'en 1953-1959. Les premiers classements des vins de Saint-Émilion, avec une notoriété phénoménale ensuite de cette toute petite appellation qui est Pomerol, où les Corésiens sont quand même très présents. Au début, ça a d'abord été des marchands de vin avant d'être des viticulteurs. Nous en sommes l'exemple type. Hein. Mon arrière-grand-père a fait le métier de marchand de vin de 1898 à 1924, mais lui n'a jamais acheté de vignoble. C'est la seconde génération de Corésiens, c'est-à-dire la génération de Joseph, François, les fils de Jean, qui eux ont fait le métier aussi de marchand de vin, mais qui eux sont venus en Gironde et qui ont, si vous voulez, acquis des vignobles et sont devenus des viticulteurs. Pour résumer un petit peu, dans ma famille, on est marchand de vin depuis 1898 et on est producteur de vin depuis 1930. Les Corésiens ont amené un dynamisme parce qu'eux en avaient besoin et ils ont créé des réseaux que peut-être ici on n'avait pas eu l'idée d'aller développer. Finalement, il y avait une telle diaspora corésienne un peu partout en France, en Belgique, que ces liens-là, humains, ont créé un réseau commercial. En fait, c'est la création de nouveaux débouchés. Et à chaque fois, l'histoire de Bordeaux est caractérisée par l'ouverture de marchés. Moi, je me souviens des restaurateurs en Belgique qui étaient livrés par des Corésiens. Ils ne payaient leur vin que 6 mois plus tard. Il fallait une sérieuse dose de confiance pour arriver à cela, quand même. C'était un peu le système Tupperware. Moi, je me souviens, c'était le système Tupperware avant la lettre. Il y avait un responsable qui réunissait les amis. Moi, chez moi, il y avait le curé du village, il y avait le médecin, il y avait le président du tribunal. Politiquement parlant, ces gens ne s'entendaient pas nécessairement, mais ils venaient à la maison pour découvrir ce que le Corésien avait ramené dans ses bagages. C'était extraordinaire. C'est vrai qu'ils ont fait de la vente, mais ce que je peux vous dire, c'est que le marketing, déjà, dans ma famille, j'ai l'exemple de ma grand-tante, sœur de ma grand-mère qui a créé Pétrus, Madame Louba, et à l'époque, elle a offert ses vins pour le mariage de la reine d'Angleterre, par exemple. C'était du marketing, c'est-à-dire que ça lui a ouvert énormément de portes après pour ses vins. C'est elle qui l'a fait. C'était du marketing avant l'heure et elle n'était pas corésienne. Tous ces Saint-Émilionnais de vieilles familles qui nous considéraient il y a 50, 60 ans, je dirais comme des émigrés, je ne dis pas des Turcs, je dis comme des paysans, si vous voulez. Maintenant, ils sont très heureux que nos familles se marient avec la leur, parce que peut-être on leur apporte un peu le courage de la Corrèze, on leur apporte peut-être le bon sens de la Corrèze. Et beaucoup de familles, maintenant, de Saint-Émilion, de Pomerol, se mariaient avec des Corésiens. La Corrèze, c'est les pieds sur terre. De l'extérieur, vous avez une vision de belles propriétés, de châteaux, etc. Et en fait, tout ça, c'est une véritable entreprise. Et c'est les pieds sur terre, la Corrèze, parce que ça ramène toujours
fondamentaux. Voilà, et les fondamentaux, c'était ceux de nos arrière-grands-parents qui sont partis sans rien. Et de revenir en Corrèze, ça nous permet de mesurer le chemin parcouru. Pour moi, c'est pour mes enfants qui vivent ici dans des châteaux, il faut qu'ils voient aussi que ça ne s'est pas fait tout seul. Mon grand-père, lui, partait au printemps, il partait à l'automne, quand il y avait moins de travail à la ferme, et il voyageait en Bretagne, en Normandie. Ensuite, mon père, qui est né en 1904, est parti sur la route avec ses frères aussi, et il a pensé, à juste titre, qu'il valait mieux être propriétaire que d'être simplement négociant. Donc il a acheté en 1930 cette propriété de Haussarpes, qui était à l'abandon, puisque le baron du Foussat-Bogeron n'avait même plus assez d'argent pour payer l'avoine pour ses chevaux. Et mon père a racheté cette propriété, où par exemple dans ce salon que vous voyez, il paraît qu'il y avait du foin. Là, à ce moment-là, il y avait toujours 3 hectares de parc et 4 hectares de vignes. Et maintenant, nous avons 21 hectares de vignes. Moi, j'ai acheté la moitié des hectares, mon père aussi la moitié des hectares. Et maintenant, nous sommes propriétaires sur l'ensemble de la rive droite de la Gironde, aussi bien à Pomerol qu'à Saint-Émilion. Et nous avons toute la gamme des vins pour les gens plus modestes, comme ceux qui veulent des très très grands vins à Pomerol et ici un grand cru classé à Haussarpes. J'ai une partie de mes clés. Là, j'ai une clé propriété de Saint-Émilion. J'ai notre trousseau dans les Bordeaux supérieur et Côte de Castillon. Et notre trousseau avec des clés sur les vignobles de Pomerol. C'est mon ami, là, Jean-Claude, qui a fait 44 vendanges. Vous voyez, c'est un ancien boulanger-pâtissier de Saint-Malo. Le pain et le vin. Ce qui est intéressant, c'est que on est payé en liquide. Ce qui n'est pas déniable. Et puis on apprécie d'ailleurs. Vous savez, il y en a qui vont à Vichy pour faire une cure. Nous, on va à Saint-Émilion. Alors là, il faut avoir les voitures. Là. Allez, hop. Que je vous les éclaire. Et voilà. Ça, c'est une Delahaye, 1928. Et elle va très bien, très 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 bien. Celle-ci, c'est une Citroën, vous voyez, 1922. Ça, c'est la première voiture qu'a acheté mon père. Il était chez M. Tolon à Avranches, il était en bicyclette. Il est rentré chez le père Tolon. Et le père Tolon a dit, bon, ben, j'aime bien le Saint-Émilion. Mon père lui a dit, ben, écoute, je vous offre, contre cette voiture-là, que vous voyez là, une barrique de Haussarpes, de Saint-Émilion. Ces Corréziens-là aimaient le voyage. Mon grand-père, c'était Jean Janoueix, il était cultivateur tout simplement, et il est parti vendre du vin avec son courage, son savoir-faire, son intelligence paysanne, et il essayait de vendre quelques caisses de vin, comme ça, petit à petit, mais il rachetait le vin en Gironde à d'autres négociants qui étaient sur la place, ou qui étaient déjà des Corréziens qui avaient déjà des chais, des propriétés, et puis après on a acheté les chais de Cheval Blanc à Libourne, à la maison Faucon-Sac. Après moi j'ai racheté la deuxième partie de Cheval Blanc quand ils étaient obligés de mettre en mise en bouteille au château à Cheval Blanc. Donc on a tous les chais de Libourne où tout le vin de château Cheval Blanc a été mis pendant des dizaines d'années chez nous. Et après, on a racheté un troisième chai. Mes fils ont acheté un autre chai sur les quais, qui est du Priorat à Libourne. C'est bien que maintenant, nous avons 4 chais de stockage à Libourne. Ce quai du Priorat, ça fait vraiment partie de l'histoire de Libourne et l'histoire des Corréziens qui sont partis à la fin du 19e siècle, milieu du 19e, fin du 19e siècle, qui venaient de Corrèze, de plusieurs endroits de la Corrèze, en ce qui concerne ma famille, du plateau de Millevaches, et qui ont commencé effectivement à échanger. D'abord, c'était du troc, avec les soies et les tissus du Nord, et eux montaient du vin, plutôt de la rive droite de Bordeaux.
Et puis petit à petit, ils en ont fait un vrai business. Ils sont allés vendre là-bas, ils faisaient des tournées auprès de particuliers, ils vendaient les vins essentiellement Pomerol et Saint-Émilion. Et les affaires fonctionnant bien, ils se sont installés quai du Priorat, ici, où ils ont racheté des chais et ils ont monté leurs affaires ici. Donc encore maintenant, ce quai, il est plein de cette histoire-là et de ces négociants dont la plupart continuent à tourner. Historiquement aussi, on envoyait les vins par bateau le long de la rivière. Donc les barriques descendaient, tous nos chais sont un peu en pente, les barriques descendaient jusqu'au bateau et de là ils rejoignaient le port de Bordeaux et puis ils partaient à l'étranger. On envoyait les vins en Belgique, en Normandie, en barriques, dans des petites barriques comme ça, qu'on appelle des quarts de barriques. Et vous voyez, ces barriques, on les roulait sur ces rails qui sont là, et on les chargeait ensuite sur des gabarres, des bateaux à fond plat, qui venaient s'amarrer sur les bords de la Dordogne, ici. Donc c'était chargé sur ces gabarres, et puis ensuite, ça reprenait dans le sens de Laval, ça repartait donc vers Pauillac, où c'était chargé sur des plus gros bateaux, et puis ensuite, ça prenait la haute mer pour être livré en Belgique, en Bretagne, en Normandie, donc partout à travers le monde même. Hein. Depuis le quai du Priorat, on peut complètement court-circuiter Bordeaux. Et c'est ce qui va faire la force de ce quai, parce qu'il est vraiment le lieu de rencontre entre deux rivières, entre la Dordogne et l'Isle. Et c'est la rencontre que l'on appelle le confluent de l'Isle et la Dordogne, qui va se jeter directement dans l'estuaire de la Gironde et ouvrir la voie maritime. Libourne, c'est le premier point de navigation maritime, c'est-à-dire qu'à partir de là, à 100 km à l'intérieur des terres, les grands bateaux peuvent partir en mer et venir entrer jusqu'ici dans le port de Libourne. Ici, on dit toujours le quai des Corésiens, ici, puisque vous avez les deux lavaux qui sont là. Ici, c'est chez nous, chez Jeanne Ouex, un peu plus loin, c'est chez Audi, et un peu plus loin, c'est chez Jean-Pierre Mouex. C'est Jean-Baptiste Audi, mon arrière-grand-père. Alors il faut dire que ses parents s'étaient déjà installés, arrivant de Corrèze et du plateau de Millevaches, ils se sont installés à Jonquière, qui appartient à ma cousine, toujours à l'heure actuelle, qui est à Camarsac, un joli château, et ils se sont installés là. Et de là, il y a eu plusieurs branches de la famille, dont mon arrière-grand-père, Jean-Baptiste Audi, qui était très entreprenant, et qui s'est marié avec une Corésienne qui avait un peu de sous, et ça lui a permis d'installer, on va dire, de s'indépendantiser du reste de la famille. Et il a créé sa structure de négoce ici, il a acheté les chais quai du Priorat en 1906. Et comme c'était quand même un paysan dans l'âme, il aimait la terre, comme beaucoup de Corésiens, petit à petit, il a acheté des vignobles. Donc le Clos du Clocher à Pomerol, le Château du Courlat à Lussac-Saint-Émilion. Il avait acheté la cabane qu'il a revendue par la suite, le Château Brondeau. Voilà, petit à petit, il a commencé à avoir sa production parce que ça l'intéressait. Et c'est de là aussi qu'est venue notre vocation encore actuelle à faire les deux. C'est-à-dire à avoir pour une partie la production de nos vignobles et pour une autre partie la vente, la commercialisation de nos vignobles, mais aussi de tout un tas d'autres vignobles de la région de Bordeaux. Mais bonjour. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va? On se demandait un petit peu si tu allais finir parce que t'es plus tard que d'habitude. Ah, c'est la première année que j'arrive aussi tard. Les vendanges ont été très tardives. Et depuis 20 ans que je viens ici chez vous, 2 fois par an, c'est la première fois que j'arrive aussi tardivement. Du vin. Voilà. Tiens, genre, pour moi, cette année-ci, mais alors, On aura le vin. Voilà. Tiens, ce serait Gilbert. 20 ans sans interruption. Tu as vu ma nouvelle étiquette? Oui. Je vais mettre mes lunettes. Et donc j'ai commencé les vendanges le 6 octobre, alors que l'année dernière, on les avait vendangés, on avait commencé le 10 septembre. Ah oui, parce que donc ça a été beaucoup plus tard. Ça a été compliqué, on a 30% de récolte en moins. Donc ça, c'est quand même ennuyeux. Ce sera très très bon, mais bon, 30%. Et voilà. Elle va être un peu froide, hein, parce qu'elle était dans la voiture. Anto des Lucioles, 2010. Nous, c'était en 2009 que j'avais vu. T'avais vu du 2009, ouais. C'est un vrai plaisir, une vraie satisfaction d'aller chez les gens. Quand ils sont contents, ils vous attendent. Si vous arrivez une semaine en retard, ils s'inquiètent, ils vous téléphonent. Donc ils sont vraiment heureux de vous recevoir. Et la plupart du temps, ce sont des amis maintenant. Si, ça y est, ouais. Oui, quand même. Ouais. Il est bouchonné? Non, il n'est pas bouchonné. Ben si. Non. Goûte-le. Vas-y, goûte. Je vais le goûter. Goûte-le, toi. Tu vas me dire comment il est.
C'est un plaisir d'aller chez les clients particuliers. On est du début, on ramasse aujourd'hui, on vendange. Demain, on va vinifier. Après-demain, on ira vendre carrément chez le particulier. Et comme ça, on est plus à même de voir ce que demandent les clients. Comme on dit en Belgique, il te goûte bien. Il te goûte. Je t'ai mis Saint-Estèphe et je vais te mettre un peu de celui-là. Saint-Estèphe, il faut Saint-Estèphe, mais même pas, tu mets 3 Saint-Estèphe. 3 Saint-Estèphe. Tu mets 2 comme ça. Et 2 comme ça. Alors, tu sais la commande, alors. Oui. Il n'est pas riche en bouche. Ça, j'aime bien, moi. Et tu peux le boire, même jeune, tu peux le boire. Donc, dans quelques années, elle m'achètera du vin. Tu connais bien Jean. Hein. Donc, ça fera 1, 2, 3 générations. C'est vrai. Eh oui. Ah oui, bien sûr. Mais bon, alors, t'as vu, il se boit bien, hein. Ouais. Bon, allez, j'y vais parce que il faut que je travaille. Hein. Donc, à bientôt, alors. Bon, Angelo, au revoir. Merci. Bon, passez de bonnes fêtes de fin d'année. Ah oui, merci. Bon, peut-être, je repasserai peut-être début décembre, comme ça. Au revoir. Début d'année est consacré à la taille. Après, à partir de la mi-mars, donc une tournée jusqu'à début juin en Belgique. Entrecoupé de travail à la propriété, bien entendu. Et après, on attaque les vendanges. Donc, on va dire sur un mois. Et après, retour à nouveau en Belgique, Hollande, Allemagne. Bonjour Francis. Je suis 6 mois hors de Corrèze. Ah non. Bon, t'as senti là, c'est bon aussi. Hein. C'est presque aussi bon que le vin. C'est vrai que c'est presque aussi bon. Ça, mais la couac est quand même... Ben regarde, j'ai toujours quand même une bouteille en température ambiante. Hein. Bon allez, je vais te montrer parce que, attends, avant qu'on ait... Parce qu'après, je pourrai plus travailler. Ah oui. Je vais te montrer ce que j'ai. Comme d'habitude, tu vois, toi qui aimes bien ça, 12 Pauillac et 24 Médoc. Ah ouais, Pauillac, c'est ce que tu prends. Pauillac, tu n'en as jamais eu, oui. Ah non. Ouais, je crois pas. Non, sur la fiche, il faut que je regarde, mais... C'est un 2008. Donc, je te mets les 24 Médoc. Voilà. Et puis, attends, comme je vais te faire goûter quelque chose, qu'est-ce que je peux te faire goûter? Allez, je vais te donner pour goûter, je vais te donner une Enclos Saint-Louis 2010. Tu seras livré d'ici une dizaine de jours. Ah ouais, attends. Ma génération, on perpétue, je vais dire, cette tradition jusqu'à présent. C'est un peu atypique dans la région des gens qui vont voir leurs clients à domicile, en Bretagne, en Normandie, dans le Nord. On fait aussi les salons dans la région parisienne, dans la région de Clermont-Ferrand, en Auvergne. C'est quand même, on reste des atypiques dans la région puisque on a gardé cette tradition d'aller du contact direct avec nos clients particuliers. Mais c'est une typicité corrézienne, mais qui est atypique pour les gens d'ici, quoi. Ouais. Tout le monde respecte ce calendrier. Saint-Émilion Grand Cru, Château-Riou de Taillas. Ouais. Donc j'ai gardé toujours mes racines. Le Belge, pour lui, il a une cuisine, il a sa chambre à coucher, et la troisième pièce la plus importante, c'est sa cave à vin. Alors, j'ai eu l'occasion, en tant que journaliste, de faire des comparaisons entre les caves que je connaissais et que je connais toujours au plat pays et en France. Eh bien, une cave moyenne en Belgique, c'est 238 bouteilles, représentant une trentaine d'appellations différentes. Tout simplement pourquoi? Parce que le Belge n'a pas de cousin vigneron. Le Belge, il achète du vin quand il va en vacances ou quand le représentant corrézien passe encore le voir et qu'il lui achète encore quelques bouteilles. Je suis viticulteur et négociant et je voyage 7-8 mois par an. C'est ma femme qui pourrait vous en parler le mieux. Pourquoi? Parce qu'elle est souvent toute seule et elle s'occupe des enfants et voilà. Et puis moi je voyage et je vais voir les clients. C'est ce qui me permet d'être indépendant et surtout de continuer l'œuvre de mes grands-parents et de mes arrière-grands-parents. Grâce aux Corréziens, on dira que le Belge a évolué vers le vin. Mais les Corréziens ont aussi fait comprendre, dans une période qui n'est pas celle-ci, que le vin, il fallait un petit peu l'honorer à la différence d'une bière. Donc quand un Belge a soif, il boit une bière. Quand il veut faire la fête avec des amis ou avec la famille, il boit toujours du vin. Il faut bien retenir ça.
il boit toujours du vin. C'est pas pour rien que nous sommes les premiers consommateurs du vin au monde, pays hors production, avec près de 30 litres par an. Ce lien entre eux et ces Corésiens vis-à-vis de leur clientèle, c'est ça qui a fait quand même cette réussite qu'ils ont eue assez exceptionnelle à cette époque-là, c'était que les clients leur faisaient confiance. La confiance était réciproque parce qu'ils faisaient payer leurs clients au passage suivant, 6 mois après. Oui. C'est là où c'était astucieux parce qu'on repassera pour encaisser la livraison précédente, mais en même temps ils reparlaient du vin. Comme les gens avaient bu et qu'en général ils avaient trouvé le vin bon, et bien ils disaient bon, on recommence. Je suis assez fier parce que ici vous avez une petite dizaine de carnets de commandes. Ça représente le travail d'une année. Je remplis à peu près une douzaine de carnets de commandes par an, des carnets de 50 bons quand même. Donc ça représente, ça c'est que pour la Belgique, pas pour la France encore. Donc ça représente le travail d'une année. Mais je ne finirai jamais mon année si j'ai pas rempli mes 12 carnets. Vous voyez, c'est très important. Et surtout là-dedans, vous avez des bons comme tiens celui-là, Charlie et Michel à Theux. C'est quelqu'un que j'ai fait à la Chine. À la Chine, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne buvait pas de vin, qui était au fin fond de la Belgique vers l'Allemagne et que j'ai amené au vin. Et je l'ai fait en tirant sa sonnette. C'est-à-dire que je me suis présenté chez eux, je ne les connaissais pas, je fais comme faisaient mes grands-parents, c'est-à-dire que je vais de ferme en ferme ou dans les rues, je tire les sonnettes et puis je me présente et j'essaye de vendre. Et quand on tire une vingtaine de sonnettes, on en marque une. Et celui-là, je l'ai marqué il y a une dizaine d'années, peut-être 15 ans maintenant, et chaque année, il me rachète du vin. Ça, c'est un client typique de Corésien. Et ça, c'est très important parce que c'est le fondement de notre travail. C'est ce qui fait qu'on peut être indépendant parce qu'on a des milliers de clients comme ça. Direction de Saint-Brieuc. Avant de Saint-Brieuc, il faut que je m'arrête un tout petit peu à Rennes, porter justement un peu de vin de table à un ami à qui il en manque. Et après, il n'y a pas de secret, je vais rester à Saint-Brieuc pendant 3-4 jours. Mais là, je suis en train de faire ma tournée des Côtes d'Armor. Et de toute façon, dans les Côtes d'Armor, comme mon grand-père, j'y reste quand même presque moi 2 mois et demi à 3 mois par an. Ben, je fais des allers-retours, je rentre chez moi en Gironde quand même. Je viens revoir ma femme et mes enfants de temps en temps. On arrive à mettre à peu près 20 cartons, 240 bouteilles. Faut savoir rentabiliser. Ah, ça, les bouteilles qui sont sous le siège, c'est pour récompenser les fidèles clients. Ouais, j'avoue, quand c'est moi qui vais porter le vin à des clients, c'est que ces clients, on va dire, c'est des clients privilégiés. Quand c'est moi qui les livre, c'est des clients privilégiés. Ah ben, ce soir, je vais m'en aller en Belgique et voilà, tirer des sonnettes, je m'en vais pour la semaine. Et là, je viens d'appeler un client pour lui dire que j'allais passer. Il m'a invité à casser la croûte. Alors, vous savez, c'est ce que faisait mon grand-père. Il ne faut jamais refuser quand un client t'invite à casser la croûte. Comme ça coûte moins cher pour le dîner. Hein, c'est bien. Il n'y a pas de petites économies. Hein. Là, je vais coucher dans un hôtel. C'est pareil. C'est un hôtel qui servait pour des mineurs et qui est tenu par des Italiens. Et je vais coucher là ce soir parce que c'est pareil. Ça me coûte 20 € la nuit. Alors, on ne dépense pas beaucoup hein, quand on est en voyage. Je ne suis pas corésien pour rien, tu le vois bien. C'est très important, ça, faut jamais oublier d'où on vient. Parce que Coluche disait, il y a les nouveaux riches et les anciens pauvres. Alors je crois que les Corésiens, on est dans la catégorie des anciens pauvres. On sait d'où on vient, on sait qu'on vient de par là-haut, là, en Corrèze, donc et que c'était dur pour nos grands-parents, donc il faut pas l'oublier, ça. Le Corésien avait une faconde particulière à tomber sur un personnage qui n'était même peut-être pas amateur de vin, mais de par sa sympathie rayonnante, de par son côté tout à fait paysan, arrivait, si vous voulez, au départ, à accaparer vraiment le personnage en question qui allait devenir un client. Il lui laissait une petite bouteille, il repassait ensuite derrière, et l'affaire était faite. Et le Corésien se disait, celui-là, il est parti pour 20 ans, et derrière, j'aurai la famille, j'aurai les enfants. C'est indispensable de travailler avec le client particulier et le client privé avec cette vente à domicile, parce qu'on est en prise directe avec le consommateur final, donc on sait exactement ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, on sait exactement si on est dans la tranche de prix qui convient ou pas, et puis en même temps, c'est une grande force. Nous, ici, chez François Janouex, nous avons un fichier de 50 000 clients particuliers, donc c'est une grande liberté. Quand il y en a un qui meurt, il y en a un autre qui est fait comme nouveau client, donc de toute façon, avec un fichier pareil, si vous voulez, on peut perdre et gagner des clients sans arrêt. Moi, les premiers souvenirs que j'avais, c'était le train,
2 valises, une petite valise d'habits et ensuite une valise d'échantillons. Et c'était, je me souviens très bien, mes parents qui conduisaient le Corrézien à sa visite suivante et ça se reproduisait de cette manière-là. Il était vraiment intérieur, il était, si vous voulez, complètement intégré à la famille. Et mes parents auraient fait, comme bien d'autres, hein, n'importe quoi pour que cet homme passe un merveilleux moment chez nous. Ils avaient aussi une habitude, moi je me souviens très bien, à se faire prendre un peu pour des malheureux, qu'ils n'étaient pas du tout. Mais je me souviens que lorsque le Corrézien partait, les parents disaient « Oh là là, quand même, ces gens, ils ont du courage, c'est pas facile pour eux. » C'était fabuleux, quoi. C'est la robe des hospitaliers de Pomerol. Le plus grand cru de Pomerol, c'est une grande famille du Libournais, des Corréziens. Ce sont les Moueix. Et les Moueix ont toujours été, pour moi, les meilleurs amis et les meilleurs viticulteurs, je dirais, de toute la Gironde. Et ils sont originaires, eux, de Ligignac. C'est la plus belle réussite, certainement, dans le vin de ces 100 dernières années. La famille Moueix, c'est évident, c'est nos maîtres à tous, c'est le maître de tous les Corréziens, puisque c'est celui qui a eu la plus grande réussite, donc par ce fameux Pétrus, puisque c'est Jean-Pierre Moueix et les établissements Jean-Pierre Moueix qui ont mis en avant cette marque et qui en ont fait la première marque de vin dans le monde entier, le vin le plus cher dans le monde entier, et puis avec un patrimoine viticole très très important. C'est certainement aujourd'hui la plus grosse affaire de toute la Gironde et peut-être même dans le monde. Je parle des 2 frères Moueix, Christian et Jean-François Moueix, qui ont aujourd'hui la distribution, la mainmise sur tous les grands crus de Bordeaux par leur affaire de négoce et puis par leur patrimoine viticole, qui ont les plus grands crus de Pomerol et certains des plus grands crus de Saint-Émilion également. Toujours dans les meilleurs terroirs, toujours très professionnels, que ce soit dans le commerce ou dans la production. Les Moueix sont tout à la fois adulés, respectés, mais craints également. L'idée essentielle des Moueix, c'est « pour vivre heureux, vivons cachés ». Et de cette manière, ils ont réussi à tisser une toile d'araignée fantastique dans le Libournais en grande majorité. Et aujourd'hui, ils sont véritablement les metteurs en marché numéro 1 de cette belle et grande région. Le grand talent de la famille Moueix, c'est d'avoir su à chaque moment quel vin choisir et la façon de le distribuer. Voilà dans la cathédrale des grands vins. Pétrus 2003, 2004 également. Les bouteilles sont inaccessibles, donc on les admire, ce qui est déjà très bien. 99. Alors, sur l'appellation Pomerol, les Corréziens doivent représenter, je vais vous donner une fourchette, entre 55 et 65%. Ça me paraît une certitude. Sur Saint-Émilion, c'est déjà très différent, puisque là, vous avez de nombreux étrangers qui sont venus s'installer. Mais Pomerol leur appartient. Ils gèrent Pomerol. Pomerol est encore plus connu et plus apprécié que le Saint-Émilion, puisque maintenant, 1 hectare de Pomerol vaut 2 hectares de Saint-Émilion. C'est grâce aux femmes, le vin de Pomerol est peut-être plus sensuel, plus doux, plus agréable, et comme les femmes travaillent, elles aiment beaucoup le Pomerol. Il est vrai que Pomerol, c'est un petit brillant, qui brille avec beaucoup d'éclat, parce qu'il n'y a que 2 km sur 3, et on est plus propriétaire, les Corréziens, à Pomerol qu'à Saint-Émilion. C'est une terre que beaucoup ont achetée il y a très longtemps, hein, il y a 50 ans, 30 ans. La terre, elle ne m'appartient pas, elle appartient à mes enfants. Moi, si vous voulez, dans une perspective de très longue durée, le patrimoine, bon, on me l'a confié, je le redonne. Donc, moi, je suis que de passage. De toute façon, moi, tout seul, je suis rien. Il faut du monde autour, il me faut des gens autour, il me faut des vignerons, il me faut des commerciaux, il me faut des œnologues, il me faut des viticulteurs, il me faut de tout. Posséder un château permet quand même aussi d'avoir une exclusivité sur ce château et aussi de gérer la qualité des vins. Ça, c'était très important. C'était justement de pouvoir arriver à avoir un niveau qualitatif élevé et donc non seulement de contenter, de satisfaire
des clients qui étaient aussi des amis, mais aussi de renforcer la propre marque du château en faisant une politique de qualité. Maintenant, les grandes familles qui ont des vignobles importants sur le Libournais, mais aussi dans le Médoc. Vous avez la famille Bory, du cru Beaucaillou, la famille Teille, avec Pougeot, tout ça, et bien d'autres. Ce sont aussi des gens issus qui sont venus, leurs grands-parents sont venus de la Corrèze, ils ont fait quand même des choses assez merveilleuses, on pourrait dire, de grande qualité. Du cru Beaucaillou est quand même un super second et un très grand vin du Médoc. Alors les Bory possède un cru qui est le cru d'origine, si j'ai bonne mémoire, qui est Garonne-Sainte-Gemme à Saint-Laurent-du-Médoc, un cru prestigieux qui est du cru Beaucaillou et Grand Puy-Lacoste à Pauillac, mais également par alliance avec les Castéja, il possède, alors la famille Castéja possède Bataillé, Lilich-Moussas, donc effectivement une grande partie du haut plateau de Pauillac. Avec le vieux François, alors cette belle grappe, si on veut vraiment l'apprécier, moi je prends du pain, je fais du pain frais, je frotte la croûte avec de l'ail et je mets à l'intérieur une grappe de raisin et je le mange bien frais comme ça, c'est le meilleur des casse-croûtes vignerons. Et après on prend un petit coup de Saint-Émilion. On croque la peau, on croque le pépin. Si le pépin s'écrase, bien, ça veut dire qu'il est mûr. Celui-là, moi, je pense que il faut attendre encore 8 jours. Il n'a pas encore pris tout le sucre, mais la peau est épaisse, donc même s'il pleut un peu, ça tiendra le coup. C'est ce qu'il faut faire attention, parce que quand il pleut, c'est vite pourri. Le pépin, c'est quelque chose... Il y a 20 ans, je faisais peu attention aux pépins. Maintenant, la maturité des pépins nous donne véritablement la date de la maturité des vendanges. Puisque vous savez bien que dans les pépins, il y a ces fameux polyphénols qu'on a découverts récemment. C'est une substance qui se trouve dans le pépin du raisin. Et c'est la raison pour laquelle on fait des macérations longues, qu'on fait du pigeage et ainsi de suite au moment des vinifications, pour que le jus soit en contact le plus longtemps possible avec les pépins pour avoir des polyphénols. Parce que l'extraction des polyphénols, c'est essentiel pour la qualité des vins. Le polyphénol, c'est un antiseptique, c'est un antioxydant, et puis en même temps, si vous voulez, ça régénère les cellules. Les polyphénols régénèrent les tissus. Et les Européens ont un peu moins d'infarctus que dans d'autres régions parce que la consommation modérée du vin rouge va régénérer les tissus et plus particulièrement les coronaires du cœur. Et vous aurez des artères plus souples et donc il y aura moins d'infarctus. À 200 mètres de là, c'est le château d'Assaut, de M. Dassault de Paris, qui a racheté le château Coupry et qui l'a débaptisé pour l'appeler le château d'Assaut. À côté, vous avez le château Larmande qui a été acheté par une compagnie d'assurance, la Mondiale. Enfin, dans la région, ce sont les Corréziens qui sont restés encore avec quelques autres vraiment propriétaires. Autrement, ce sont les banques, les assurances, les grands groupes qui rachètent toutes les belles propriétés de la région. Et les Corréziens, c'est des bosseurs, c'est des fourmis. Il y en a qui sont intelligents, il y en a qui ne le sont pas. Il y a des familles qui ont fait des études supérieures, certains, il y en a qui ont fait HEC, d'autres qui n'ont pas fait HEC, mais tout le monde a quand même fait les hautes études corréziennes. Vous voyez ça, les hautes études corréziennes, c'est HEC, hautes études corréziennes. J'ai tiré ma première sonnette à 16 ans. Mon père m'a fait descendre de voiture et m'a fait tirer les sonnettes à 16 ans. Et donc quand je partais en Belgique, vers l'âge de 18-20 ans, le grand-père disait toujours « Ah alors, tu vas ruiner la Belgique !» Il me disait « Fais attention de ne pas ruiner la Belgique !» J'aimais bien cette expression. Nos ancêtres allaient tirer les sonnettes dans le Nord, dans le Pas-de-Calais. Mes enfants vont à Hong Kong, vont à Moscou. Mon fils aîné, Jean-Pierre, depuis 23 ans, est à Londres et dirige nos bureaux à Londres. Les Corréziens évoluent et ils vont là où il y a des marchés. C'est des clients réguliers. Moi, je cherche un client pour... Vous voyez, ça fait 20 ans que je suis à Londres. Pour ainsi dire, j'ai perdu aucun client. Et l'Angleterre, c'est le premier marché de notre maison. Chaque commande est marquée. Voilà, des privés, des très grands restaurants. La petite maison, très grand restaurant qui est à Nice, qui est à Londres aussi.
un privé Charles Crowson. Voilà, chez Niwok Brasserie, c'est le restaurant de Abramovich. Voilà. Ça, c'est les carnets de commandes de mes grands-parents. Enfin, il y a marqué, par exemple, abbé Chevalier, recteur à Pleudien, dans les codes 22 680. Il avait pris 12 bouteilles de Château Sarpe, 1988, vous voyez, tout ça, voilà, expédié, il paiera 30 jours après. Voilà. Et ça, c'est une journée de porte-à-porte, de vente, vous voyez, là. On a deux groupes de vendangeurs d'à peu près 50 personnes chacun qui se déplacent de vignoble en vignoble, là où les techniciens, les responsables qualité décident qu'il faut vendanger, puisqu'on a quand même une grosse surface. Hein. Nous, on a presque 115 hectares à vendanger à la main. Donc il faut quand même, je veux dire, organiser ça, coordonner ça, voilà. Donc on est quand même tous en famille. Donc on essaie de contenter un peu tout le monde. Au moment de la vendange, on ne discute pas, tout le monde s'entraide. Que mon matériel, moi, soit sur une autre propriété, moi j'ai celui d'une autre propriété, peu importe, du moment que tout le monde rentre sa récolte dans de bonnes conditions, là on ne va pas chercher Jacques, Paul, Pierre, Jean. Au moment de la récolte, il faut de l'entraide. Quand vous voyez que la rafle des raisins est rendue rouge, vous pouvez considérer que le point de maturation est acquis. Et là, si on goûte ces raisins, ils sont goûteux, ils ont du sucre et ils ont du goût. Ça peut faire qu'un grand vin. Si on sait le vinifier, ça pourra faire qu'un bon vin. Le vigneron est toujours un apprenti. Le vin, il évolue lui aussi, si vous voulez. Le goût du vin n'est pas tout à fait le même aujourd'hui qu'il y a 10, 15 ans, 20 ans. Le vignoble, on ne le mène pas de la même façon. Par exemple, derrière moi, là, vous avez des piquets là, qui font 2 mètres de haut. La feuille, c'est le poumon de la plante. Donc c'est essentiel pour avoir des beaux raisins, pour avoir des raisins qui est véritablement de la qualité, il faut absolument une surface foliaire importante. Bon, bien, il y a 15 ans, 20 ans, on avait des piquets d'1,50 m, 1,60 m. Maintenant, ils font 2 mètres de haut. Vous voyez, donc le vignoble évolue. Les Corésiens, pour la plupart d'entre eux, n'ont pas oublié leurs racines. Ils sont toujours dans une phase d'acquisition et pour eux, la viticulture est une véritable richesse, une véritable passion. J'ai rarement des souliers bien cirés et j'ai toujours un petit peu de terre sur mes... Même mes mocassins, ces bagots, si vous voulez, avec mes petits pompons, il y a toujours un petit peu de terre dessus. Je n'ai pas de souliers très bien cirés parce que le matin, c'est le rat des champs, l'après-midi, c'est le rat des villes. Là, nous sommes au cimetière de Saint-Émilion, où il y a au moins une dizaine de Corésiens qui sont enterrés. Et vous allez voir, on va passer devant des tombes, en souvenir de leurs racines. Il y a la bruyère corésienne qui est là, c'est le souvenir de nos racines. Et là, la tombe de mes parents est ici. La bruyère qui vient de Soudeille, qui vient de Mémac, qui vient de Camposol. Là, il y a une très belle vue, vous voyez Libourne au fond. Bordeaux est derrière, tout ça c'est du Saint-Émilion, là. Et les arbres que vous voyez appartiennent à mes meilleurs amis, à François de Lavaux, qui est de la région du Zerche, et le château Bellevue, qui est un des plus beaux châteaux de la région. Plus bas, là, vous avez le château qui est un peu plus loin, là-bas, qui appartient aux Ouzias. Tout ça, ce sont des Corésiens. Et le petit château que vous voyez là-bas, c'est chez nous. Vous voyez avec le petit toit pointu, c'est le château Le Castello. Ici, c'est le vieux cimetière de Saint-Émilion. Et là, on va aller voir sur la tombe de mes meilleurs amis, Armand Moueix, les tombes les mieux entretenues du cimetière de Pomerol, de Saint-Émilion et de Libourne, où il y a aussi Jean-Pierre Moueix qui est enterré. Ce sont les tombes des Corésiens. Lorsqu'avec mon oncle Adrien Clou, qui était lui-même négociant, le dernier négociant de notre famille, quand je l'accompagnais faire le tour des cimetières, comme on fait le tour de la famille, et qu'on arrivait ici, il me disait toujours, on s'arrêtait, et il me disait, tu vois, j'ai une petite pensée pour Gailly-Bordas et je fais une petite prière pour lui, parce que s'il n'avait pas existé, moi j'aurais été différent, ma vie aurait été différente. Hommage et reconnaissance au créateur du genre de négoce qui a contribué à enrichir le pays. Voilà, c'est un hommage des négociants en vin. On ne sait pas à quelle époque a été posée cette plaque. Alors, Jean Gailly-Bordas est né en 1826. Sa mère est veuve déjà depuis 6 ans. Et elle va donner naissance à ce petit garçon,
qui n'a pas de père connu, qui est un petit bâtard dans une famille de paysans de la Haute-Corrèze, vers 13, 12, 13, 14 ans. Comme ça se faisait beaucoup, les petits partaient travailler. Alors peut-être a-t-il suivi un colporteur, peut-être a-t-il suivi des sieurs de long, mais ce qui est certain, c'est qu'il est, en 1860, colporteur, marchand ambulant. C'est Jean Gay-Bordas qui s'était dansé dans les vins. Et puis, dans ces pays pauvres, dans ces petits villages, il y avait des cousins, des voisins qui partaient au vin. Et mon grand-père voulait faire pareil. Jean Gay-Bordas, en fait, est l'inventeur, dans le sens de l'inventeur, de celui qui trouve un trésor. Pourquoi et comment ce gars-là avait eu l'idée, comme métier secondaire, d'aller vendre du vin pour des Bordelais? Il y a une légende. Cette légende dit qu'un greffier de Pauillac, Pauillac, c'est le centre du négoce des vins à l'époque, qu'un greffier de Pauillac envoyait du vin à son frère qui était en région vers Lille, dans la région du Nord, et que Gay-Bordas, observant ça, aurait eu l'idée de faire, au cours de ses voyages, de proposer du vin. Et puis que, parallèlement, Antoine Pécresse puisse prendre son essor, quitter sa ferme de Davignac, parce que c'est quand même, lui, Antoine Pécresse, lui, c'est un paysan, quitte sa ferme, aille à Pauillac, loue un chai, crée une maison de commerce qu'il va mener et qui donc va employer ses frères et puis après un grand nombre de commis voyageurs. Dans une commune comme Davignac, il y a des petits villages où il n'y a que des négociants en vin. C'est-à-dire que tous les paysans étaient négociants en vin. Au moment de la mort de Gay-Bordas, il meurt le 30 décembre 1900, j'ai fait le compte des négociants que j'avais, moi, retrouvés sur le canton de Meymac, uniquement sur le canton de Meymac. 400. Rien que sur le canton de Meymac. Dans toutes les campagnes autour, il n'existe pas pratiquement de fermes qui n'ont pas eu, à un moment donné, leur marchand de vin. On a affaire à de vraies dynasties, c'est-à-dire qu'on est sur 3, 4, 5 générations de négociants. Pour moi, ils sont plusieurs milliers à avoir fait ce négoce entre le début et maintenant, sur l'ensemble de la Corrèze. Vous ne trouvez pas que c'est improbable que des centaines de paysans du coin vont se mettre à aller vendre du vin de Bordeaux qui est produit 300 km dans le sud, et ils vont aller le vendre à 800 km dans le nord. Vous ne trouvez pas que c'est improbable? Les Corréziens avaient l'habitude de vendre des vaches dans les marchés, de discuter avec les gens, et les gens étaient très contents de voir ceux qui venaient avec les mains un peu calleuses. L'originalité, c'est d'aller, pour l'époque, dans les années 1870, c'est d'aller proposer aux particuliers, en frappant, faisant de porte à porte et en proposant du vin. Alors au début, ils se présentent un petit peu comme des vignerons qui viennent vendre leur vin de leur vigne, et leur vigne est à Meymac, et Meymac est près Bordeaux. Bon, voilà comment s'est établie un petit peu la légende de Meymac près Bordeaux. Donc ils viennent à domicile. Ils proposent un produit de qualité et dont ils assurent le suivi. Et puis il y a eu bien évidemment, et tout de suite, des retombées pour le pays, la Haute-Corrèze, et notamment pour Meymac, qui était en quelque sorte le centre, puisque c'était la ville, la cité la plus importante. Et ça s'est traduit par l'apparition de banques. Il y avait quand même 6 banques à Meymac. Les constructions de maisons, il y a 2 gares de chemin de fer. Le chemin de fer aurait pu ne pas passer par là, s'il y avait un deuxième projet. Dans quelle mesure les marchands de vin n'ont pas influencé, le lobby a certainement dû influer. Si vous voulez, il y a tous les postes. Il y a un fabricant de bouchons qui s'installe à Meymac, de manière à ce que les négociants, en même temps qu'ils envoient leur vin, ils envoient leurs bouchons, qu'ils font étamper à leur nom, ils font faire leur étiquette, donc il y a des imprimeurs, ils apportent de l'argent et ils investissent dans leur région. Cette appellation Meymac près Bordeaux, on en comprend très bien le sens. Ils sont de Meymac, ils vendent du vin de Bordeaux. Ils se font passer pour des vignerons dans les premiers temps. Il est fait mention dans les mémoires d'un procès qui aurait eu lieu, intenté par les gens du Bordelais contre les Corréziens pour cette appellation de Meymac près Bordeaux. La menace du procès aurait sans doute suffi à ce que les Corréziens n'utilisent plus cette appellation de Meymac près Bordeaux. Certainement, l'appellation Meymac près Bordeaux a dû s'arrêter avant la guerre de 14.
Et on a eu l'idée de planter des vignes. On a planté une centaine de pieds de vignes qui petit à petit se sont acclimatés. Et donc aujourd'hui on va faire des vendanges. Alors il y a eu quelques millésimes déjà, 2009, 20 bouteilles, 2011, 2010 il n'y en a pas eu, 2011, 33 bouteilles, vous voyez ça évolue. Et on pense que ça évoluera encore plus puisqu'on a un ingénieur agronome qui s'intéresse à notre projet, qui a fait faire une étude de sol et qui nous a fourni déjà des boutures avec des variétés qui sont censées s'acclimater au sol un petit peu acide et particulièrement ingrat, c'est le cas de le dire en tout cas pour la culture de la vigne, de Meymac. La légende disait que lorsque des marchands de vin accueillaient des clients à Meymac et qu'ils arrivaient à la gare, ne voyant pas de vignes sur les coteaux environnants, s'interrogeaient et on leur répondait qu'ici en altitude, l'hiver, on rentrait la vigne dans les caves. Donc en fait, il n'y a jamais eu de vigne, si ce n'est quelques treilles sur des façades bien exposées. Des buts que l'on poursuit un petit peu, ça serait de faire couler du vin. On pourrait faire couler du vin de Meymac, ça serait une solution. Seulement, la production, du moins pour l'instant, n'est pas suffisante. Il y en a un peu comme l'année dernière, donc je pense que ça fera 30 bouteilles, à peu près. Il n'est pas mauvais. On ne peut pas dire que c'est un grand cru. Hein. Mais enfin, il est bon, il est buvable. 12,5 il fait quand même, de degrés. La ville de Meymac a comme saint patron Saint-Léger. On a pris l'habitude, en plus des fleurs, de lui apporter une grappe de raisin. Et au pied de Saint-Léger, aujourd'hui, vous avez à la fois la bruyère et la vigne, le symbole des marchands de vin de Meymac-Près-Bordeaux, qui sont passés d'une terre de vigne à une terre de vignoble. À boire avec modération, bien sûr. Je suis avant tout une commerçante et j'ai voulu travailler avec cette histoire des marchands de vin de Meymac-Près-Bordeaux. Et j'ai la passion du vin, j'ai le goût du vin. Une cave de petite restauratrice corrézienne. J'ai, depuis quelques années, ouvert un petit peu plus ma cave à mes clients. Ils peuvent venir choisir leurs bouteilles. J'ai répertorié de façon à ce qu'ils puissent retrouver d'un côté les Pomerol, toute la partie centrale, les Saint-Émilion, les Fronsac, les canons Fronsac, les Graves de l'autre côté. Et je leur indique ce que c'est et le prix. Et là-bas, vous avez toute la partie rive gauche avec tout ce qui est Médoc, Haut-Médoc, les Saint-Julien que j'aime particulièrement. Et ici, le fameux Pétrus. Mais j'attends Monsieur Moueix. Je l'attendrai peut-être encore longtemps. Mais parce qu'il est très difficile d'avoir son vin. Même en étant corrézienne. Ce sont des gens qui m'ont aidé aussi. Aidé financièrement. Parce qu'ils m'ont dit, ben, prends du vin et tu paieras quand tu pourras. Quand quelqu'un peut vous dire, tiens, je te laisse 20 caisses, tu les paieras quand tu voudras, quand tu pourras. À l'heure actuelle, ça n'existe plus. Et c'est cette solidarité qui est magnifique. Il y a une solidarité extraordinaire sur laquelle Chirac s'est énormément appuyé, surtout en Haute-Corrèze, parce que c'est là qu'on émigre le plus. Et je me rappelle que, étudiant à Paris, Fauché, j'étais toujours Fauché le 2 du mois, parce que je l'ai pensé tout le premier. On m'a indiqué un bistrot vers le boulevard Montmarché, je crois, où le Corrézien qui le tenait passait pour prêter de l'argent comme ça sur une carte d'identité. Bon, Tinac, ça sonne assez corrézien, et il m'a prêté de l'argent, je lui ai rendu. Est-ce que tu vois un peu toute la vallée de la Dordogne là en bas? Tout ça, ce sont les vignobles de la vallée de la Dordogne. Tout ça, c'est de la vigne. La Dordogne, elle coule là-bas au fond. Et puis là en bas, vous avez toute la plaine. Toute la vue sur jusqu'à Bordeaux, là, on voit très 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 loin. Hein. Et tu vois un peu le village là, Alice? En face là-bas, c'est chez Édouard Moueix. Bel-Air-Monange.
on voit tous les beaux coteaux, la côte de calcaire. Là, ici à gauche, là, c'est Grand Maine. Ça, c'est une très très belle propriété de la famille Noni. Chacun mène ses affaires. Quelquefois, on peut être concurrent au niveau de nos importateurs extérieurs et tout. Mais là, il y a un lien fraternel qui est très important. Entre Corésiens, on s'est beaucoup entraidés, et même maintenant encore, car des propriétés à vendre. Entre Corésiens, c'est très rare qu'on fasse la surenchère. Au contraire, on se rencontre et on dit, bon, on s'arrange entre nous, quoi. Nous avons d'ailleurs repris une propriété qui s'appelle Château Romer, qui est un grand cru classé en 1855 de Sauternes et qui appartenait à la famille Farge, également corésienne. Donc vous voyez, on fait aussi beaucoup d'affaires entre Corésiens. C'est ma cave personnelle, dans laquelle vous n'avez presque des vins que de Corésiens, ce qui est normal, puisqu'on ne boit les vins que de ses confrères. Vous avez du Rotanois, du Lafleur Gazin, du La Dauphine, du Château Condin, du Château des Tourelles, du Lafleur Pétrus, la Grave Trigande Boissé, Magdeleine, la Tour à Pomerol. Ici, vous avez quelques bouteilles de Pétrus aussi. Alors voilà une bouteille. On fait attention en la sortant. Pétrus 96. Alors on a encore quelques belles bouteilles là derrière, des 87, des 75, des 70, 76. Les Corésiens, entre nous, on se soutient, si bien que maintenant, le syndicat des négociants en vin de Libourne est la tête, c'est des Corésiens qui sont la tête. Parce que toutes les vieilles familles de Libourne ont fait faillite, et c'est les Corésiens qui ont résisté, qui sont encore la tête des maisons principales à Libourne. Parce que les Corésiens qui ont débarqué à Libourne, c'était pas, ou à Bordeaux, ou à Vouvray, c'était pas leur métier d'origine, pas leur famille n'était pas dans le vin et tout, donc ils ont dû tout apprendre. Hein, et ils n'ont pas été accueillis à bras ouverts. Mes grands-parents sont venus là longtemps, et au bout de peut-être 50 ans de présence dans la région, un jour, il y a quelqu'un qui, droit dans les yeux à ma grand-mère, lui a dit « Ah oui, Madame Jeannot, c'est vrai que vous, aujourd'hui, les Corésiens, après 50 ans, on ne peut plus vous ignorer. » Ce qu'on appelait la famille du bouchon, c'est-à-dire tous ceux qui étaient dans le vin depuis des siècles, à Bordeaux d'ailleurs, bon, les Corésiens, ils voyaient ça quand même d'un peu loin quand même. Hein. Les familles d'origine, il y en a environ 200. On a un poids maintenant certain dans les maisons parce que nous sommes les rares maisons qui existent encore. Toutes les vieilles maisons de Bordeaux n'existent plus, qui étaient souvent... On achetait les vins chez eux, mais leurs descendants, peut-être ont eu la vie trop facile, ont peut-être un peu trop dépensé, ou leurs femmes, j'en sais rien. Et maintenant, souvent, ces gens-là, des grandes familles de Bordeaux, viennent chez nous pour rentrer comme agent commercial. Les Corésiens dans le Libournais sont devenus très importants. À Libourne, il y a eu un moment, je crois qu'il était jusqu'à 70% du négoce, c'était des Corésiens. Et je me souviens une fois, un copain de Libourne m'a invité à dîner, il m'a dit pas ce soir, demain, parce que ce soir, avec ma famille, nous allons dîner chez des Juifs. J'ai dit des Juifs à Libourne, il y a une communauté juive à Bordeaux, je ne savais pas qu'il y en avait une à Libourne, c'est plutôt des protestants dans cette partie de la Dordogne jusqu'à Sainte-Foy. Et en définitive, ils voulaient dire des Corésiens. On vous dit qu'on est radin, qu'on fait attention, qu'on travaille beaucoup, qu'on ne pense pas à s'amuser, à profiter, à dépenser, à flamber dans des grosses voitures. Vous voyez, c'est plus discret. On ne porte pas la cravate, ni le blazer, c'est vrai. Mais bon. Lorsque je me suis fiancé avec ma première épouse, son grand-père lui avait dit « J'espère quand même que tu ne vas pas épouser un diable de Corésien ». Et son grand-père était un petit négociant libournais, mais pour qui c'est cette génération de Libournais qui s'était frottée à la génération de jeunes Corésiens qui arrivaient, pour eux c'était presque le diable. Hein. Ben, les Corésiens, ils avaient faim. Vous savez, on résiste dans la vie que si on a faim. Hein. Si on a trop, ça ne va pas. On dit que la première génération gagne, deuxième entretien, troisième manche. Je crois qu'il y a un gène corésien qui agit et qui fait qu'on se sert du travail de la génération précédente pour construire pour la génération future. Il y a cette idée de transmettre et qu'on est dépositaire pendant un temps X de ce que nous a donné la génération précédente et qu'elle a construit et qu'il faut transmettre au suivant. Voilà, que c'est un fil et qu'on n'en est pas usufruitier, mais que ça nous oblige plus que ça nous autorise à dilapider. Le problème, c'est qu'en général, une entreprise familiale, bon, il y a un fondateur qui l'a créé, il y a la génération suivante qui la développe, puis il y a la troisième génération qui la bouffe. Mais là, il la bouffe pas. Il la bouffe pas parce que le Corésien n'est pas un consommateur.
pas un consommateur. La plupart des très riches Corréziens que je connais, je ne vais pas les citer, ne sont pas forcément peintres, mais ils ne savent pas consommer, ça ne les intéresse pas. Ça ne les intéresse pas, ils préfèrent investir. Et effectivement, et investir dans l'entreprise familiale. Arrivant d'une expérience internationale, j'essaye d'ouvrir de plus en plus la structure sur nos marchés étrangers. L'époque s'y prête aussi parce que de plus en plus on travaille en Asie, on ouvre des nouveaux marchés qu'on n'aurait pas imaginés il y a encore 20 ans. Donc moi je suis là pour ça, pour réimpulser aussi une dimension internationale. Et puis niveau vignoble, continuer l'entreprise qualitative qu'a recommencé mon père il y a 20-25 ans. Les générations successives ont manifestement chacune apporté quelque chose de plus dans l'exploitation du vin. Les Corréziens assurent très bien l'équation entre le négoce et la production, donc l'un se nourrit de l'autre. Si les vins se vendent bien, ça permet comme ça d'investir plus dans sa propriété et donc de produire toujours meilleur et de progresser. Ici à droite, vous avez le château Saint-Georges, qui est une des plus belles propriétés de toute la Gironde et dans laquelle je peux dire avec fierté que mon cousin Jean-Philippe Janoex a pris des parts. On est fiers quand notre famille réussit. Très belle propriété, clos de mur, 50 hectares. Ça, c'est un bon coup de mon cousin Jean-Philippe. Je suis viticulteur, je dirais plutôt entrepreneur viticole. Ma passion, c'est de reprendre une propriété et de lui donner une nouvelle vie, une nouvelle impulsion. Souvent des propriétés qui sont un petit peu endormies et qui ne demandent qu'à se réveiller et à être accompagnées pour une nouvelle vie. Voilà. Quand on est du métier, c'est notre savoir-faire de repérer, je dirais, les belles endormies et puis de leur redonner une vie. Celles qui ont un beau terroir, un beau potentiel, une belle histoire. Voilà, c'est vraiment ça notre savoir-faire. C'est un petit peu, l'atavisme familial. Chaque génération essaye d'acheter, d'agrandir, d'acheter des parcelles. La propriété peut-être dont je suis le plus fier, c'est peut-être le château Condat, ce Saint-Émilion Grand Cru, puisque je l'ai acheté en 99, j'avais 30 ans. Et à l'âge de 18 ans, mon père m'avait envoyé en Belgique pour travailler, tirer les sonnettes, faire le corrézien. Et au bout de 15 ans, j'avais réussi à économiser assez d'argent pour acheter cette propriété. Donc ça, c'est vraiment une aventure de corrézien. Les meilleures parcelles doivent regarder la rivière, notamment dans le Médoc, mais ici aussi, c'est vrai, vous voyez, les vignes là regardent la rivière. Il n'y avait rien ici, donc on a tout refait. On a refait le chai qui existait mais qui était abandonné puisqu'il n'y avait plus de vignes. Les vignes avaient été arrachées dans les années 1890. Mais avant ça, il y avait eu de la vigne. Il y a 12 hectares aujourd'hui en tout et on tire à peu près 30 000 bouteilles. Les Corréziens ont une sérieuse faculté à l'adaptation. Aujourd'hui, et en quelques années en tous les cas, la Chine est devenue le premier client des vins de Bordeaux. Eh bien, ça ne les a pas embêtés plus que ça. Ils sont allés investir la Chine, ils sont allés faire camper avec les Chinois, et ça se passe très bien. Ça fait 15 ans qu'on a des clients en Chine. Donc l'avenir, c'est ça. On est présent dans 30 ou 40 pays. On vend du vin un peu pas. En Inde, on a quelques clients, ça démarre. Donc je ne vous parle pas de la Russie et ainsi de suite. Mais on continue à avoir des particuliers en France. Ça, c'est la base, c'est le socle. Il ne se passe pas une semaine sans qu'il y ait une propriété du Libanais qui passe sous drapeau international, chinois ou autre. Il est évident que les Corréziens ont quand même toujours su résister avec leur terre. Pourquoi? Parce qu'ils avaient leur clientèle privilégiée, leur clientèle personnelle. Le Corrézien possède la clientèle avant de produire son vin et avant de l'acheter. C'est une force considérable. Il y a un rapport lent au temps. Le Corrézien pourrait avoir comme devise cette phrase de Senghor, qui était villageois lui aussi, mais de plus loin. Et ce qui est important, c'est pas ce qui brille, c'est ce qui dure. Ça vit pas comme des marioles. Ça étale pas. C'est pas dans la mentalité. Le Corrézien ne fait pas briller, mais il veut pérenniser. Puis le sens de la famille. Le sens de la famille. Le modèle familial, il est vraiment important. À l'heure actuelle, encore pour moi, parce qu'il y a très peu de grosses décisions que je prends pour les sociétés, que je fais sans penser aux générations précédentes, sans en parler à mon père, sans essayer de mettre ça dans une continuité familiale. Et je crois qu'il y a des choses que je ne ferai pas, parce que c'est une structure familiale. Un Corrézien ne sait qu'acheter. Il sait pas. Et voilà, au point de vue patrimoine, il sait vendre.
parce qu'ils l'ont prouvé. Mais si vous voulez, au niveau du patrimoine, j'ai rarement vu des Corésiens revendre une partie de leur patrimoine. Ça, alors là, c'est difficile. Je ne donnerai pas tous ces pipettes là pour une voiture. Vous voyez les pipettes très très rares là, très très rares. On n'est que 64 collectionneurs de pipettes en France. D'abord, je vais voir si tu es amoureuse toi. Choisis une pipette. Wow. Non, mais beaucoup de différentes. Je pense. Est-ce que je peux penser là? Je prends une pipette, on va voir si elle est amoureuse. Voilà, elle a choisi. C'est vrai que c'est dans le subconscient. Ah oui, elle est excellente. Enfin, fais voir. On n'a pas dû prendre une grande, non, une petite chinoise. C'est petit mignon. Ah, c'est mignon, c'est mignon. Bon, allez, on va goûter. 2 gouttes chacun. Ça suffit, c'est pas la peine de jeter. Voilà. Merci. Je bois, j'allais dire de tout. Non, pas de tout. J'essaye de sélectionner de bons vins et quand je peux, de grands vins. Mais c'est plus rare. Moi, je bois peu, je bois bon. Je ne bois que des bons crus. Je ne cherche pas la quantité, je bois une demi-bouteille par jour. J'essaye de goûter à peu près tout. Ma position de négociant m'aide quand même à avoir, je vais dire, une ouverture d'esprit, ne serait-ce qu'à Bordeaux. Je ne bois pas que du Pomerol ou du Saint-Émilion, je goûte quand même très régulièrement tous les rives gauches, Cabernet Sauvignon, toutes les appellations de la rive gauche. Et parce qu'on voyage beaucoup maintenant, je profite toujours de mes voyages pour aller goûter d'autres choses, en ramener ici. Donc je goûte tout. Les Argentins, les Chiliens, les Sud-Africains, les Américains, les Australiens. Je goûte tout. Je vais toujours acheter mon vin sur les lieux. Je me balade. Il y a 15 jours, dans le Jura, j'ai acheté du vin du Jura. Il y a un mois, j'étais au Claude Vougeot, j'ai acheté du vin des Côtes des Nuits. On goûte beaucoup de vins autres que les nôtres, c'est une évidence, mais on boit d'autres vins, on boit des vins du monde entier. Le vin, ça doit rendre heureux, ça doit être un plaisir. Moi, je ne crois pas à la dégustation trop technique. Il faut laisser ça aux techniciens et tout ça. Le vin, ça doit être avant tout le vin plaisir. Quand tu bois un bon vin ou un vin et que tu éprouves du plaisir, que tu te fais plaisir, ben je pense que le viticulteur qui t'a proposé cette bouteille, il a touché au but. Moi, j'aime tous les vins. J'ai été élevé avec du vin. Je ne suis absolument pas chauvin. Ma formation de caviste me permet de déguster des vins de toutes les régions de France, voire de l'étranger, ce qui a une grosse influence sur mon vin. Je bois tous les vins sont intéressants. Et je veux dire, quelles que soient les appellations, quels que soient les pays, vous avez des bons vins partout et vous avez des mauvais vins partout. Quand j'ai soif, je bois de l'eau. Voilà, et j'encourage tout le monde à boire de l'eau. Quand j'ai soif, et quand je veux me faire plaisir, quand on a mis une belle nappe, quand ma femme a fait un bon repas, eh bien on boit du vin. Et si la bouteille ne suffit pas, on en attrape une deuxième. Et si la deuxième est vide avant le fromage, on en attrape une troisième. J'ai un goût, un penchant pour les Saint-Émilion et les Saint-Julien, par exemple. Après, ce qui ne veut pas dire que j'aime pas les autres. J'aime bien les Pomerol aussi, je vais pas dire. Mais voilà. Ce qu'on aime, c'est un peu soi-même. Moi, je veux vous dire, je suis un peu en rondeur. Moi, j'aime bien les merlots triomphants. Là, vous voyez, les vins un peu joufflus, un peu rondouillards. C'est ça que j'aime bien. Mais ça, c'est moi-même. Ce soir, par exemple, je vais rentrer, j'aurai fini, il sera 11h. Je vais prendre un bouquin de vin pour m'endormir. Ça va me détendre. Je bois un petit peu de vin, j'aime bien sûr les vins rouges, mais je déteste pas non plus tous les vins de Loire, là, les Quincy, les Reuilly, avec des bons fruits de mer. Quand je vais en Bretagne, j'aime bien. Et après, dans les vins rouges, j'aime beaucoup les Saint-Émilion de Côte, et j'aime aussi leur côté tannique, leur côté rusticité, et j'aime bien aussi la rondeur des Pomerol. La Grave, ça fait aussi des vins charmeurs. Je suis avant tout un amateur de Bourgogne, et je suis toujours très proche d'appellations comme Saint-Émilion et Pomerol. Pourquoi? Je crois que le Merlot est un cépage merveilleux qui donne de la jouissance, qui donne rapidement de la qualité, de la finesse, et je suis plus attiré par la finesse des vins que par leur volume et par les structures boisées qu'on peut trouver chez des vins espagnols ou des vins du Midi. Mais c'est comme une femme, un bon vin. C'est si vous l'embrassez, et si vous avez un bon souvenir, et si vous avez un bon rouge à lèvres, que vous l'amenez toute l'après-midi avec vous, eh bien au moins, vous direz ça, c'est une femme sympathique et je l'aime. Si c'est un bon vin, eh bien c'est la rémanence, c'est le souvenir qu'il laisse. Rémanérer, ça veut dire le souvenir. Et dans tous les concours, moi je leur disais, regardez combien de secondes le vin tient en bouche. Et souvent à la télévision, vous voyez les dégustateurs qui font ça. 1 seconde. 2 secondes,
3 secondes. Et si le vin reste en bouche au moins 20 secondes, c'est un vin qui est sur l'ordinaire. Un vin, ça doit être généreux. Et un corrézien, ça donne. Et un vin, ça doit donner. Et peut-être les mêmes choses. Ça doit donner du plaisir, ça doit donner du bonheur, ça doit donner de la joie. Et ben, peut-être qu'un corrézien, un homme ou un vin, ça doit donner les mêmes choses. Ça, c'est ce qu'on va boire ce week-end. On va boire du château Romer, grand cru classé Sauterne de la maison. On va boire une bouteille de château des Tourelles, la lampe de Pomerol 2010. Et puis si on a encore un petit peu de soif, on boira peut-être un double magnum de la Fleur Saint-Jean en Pomerol, qui devrait pas être mal en millésime 2009. C'est un bon millésime et ça devrait être bien pour le week-end. Quand j'ai des clients étrangers, après avoir fait goûter mes vins, je suis content de faire goûter des vins corréziens à des Chinois, à des Russes, l'autre jour à des Mexicains. Et je leur ai dit, voyez, si vous voulez, je peux vous faire avoir l'exclusivité de ces vins de la Corrèze. Pour votre pays, il n'y en a pas beaucoup, on en récolte très peu. Ah bon, on pourrait avoir l'exclusivité? Mais j'ai dit, allez voir. Eh bien, vous allez voir, c'est un des plus beaux coteaux qui existent au monde. Moi qui ai été dans tous les pays au monde, eh bien, là, quand vous allez au coteau du Saillant, vous allez voir les côtes, c'est comme les côtes rôties, vous allez voir que vous avez une vue de là-haut formidable et c'est magnifique. Allez en Corrèze, arrêtez-vous au Saillant de la Vézère, là, vous allez goûter des vins qui sortent de l'ordinaire. Un cerisier au milieu des vignes. Le grand-père plantait toujours des cerisiers, des abricotiers au milieu des vignes. Elles sont bonnes, hein?